La grosse tendance, évidemment, du moment, c'est la maturation au niveau des stablecoins. Et il ne faut pas juste voir ça comme un token en dollars qu'on peut s'envoyer. C'est vraiment une nouvelle plateforme qui permet d'utiliser nos technologies de Ledger, comme Axel mentionnait. Et ça permet vraiment à des nouvelles startups de rentrer dans ce monde financier extrêmement facilement. Il y a des produits, on travaille par exemple pour des prêts collatéralisés par du Bitcoin. C'est des produits qui prennent des années à construire dans un monde traditionnel financier. Il faut souvent être une banque. On peut nous construire en 4 semaines. La vraie tendance, c'est la séparation entre guillemets entre la fusée crypto et le premier étage stablecoin, qui est vraiment en train de se séparer et d'avoir sa propre vie et de vraiment aller très très vite. Elle va tellement vite qu'il y a plusieurs fintechs de la finance traditionnelle qui sont un peu dans un Kodak moment, en mode non mais ça n'existe pas. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue en studio à Paris et également à distance avec donc Itamar Le Suisse, qui est le CEO et le fondateur de Ready, et Axel Catlan, que j'ai la chance d'inviter pour la deuxième fois et qui est le CEO, le fondateur de Koulipa. Bonjour à tous les deux. Bonjour Solène. Hyper heureuse, finalement, Bonjour, hyper heureuse qu'on ait pu organiser cette discussion. Je me marre parce que ça fait une demi-heure qu'on essaie de connecter Itamar à distance et finalement on a réussi. Bon, alors je suis ravie de vous avoir pour à nouveau rentrer dans un sujet autour de la crypto, qui est un écosystème que je trouve passionnant. J'avais déjà eu la chance de discuter avec toi, Axel, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Ça doit être ça. Un an et demi, Un an et demi, au lancement de Koulipa. Donc j'invite les auditeurs ou les personnes qui nous regardent à réécouter et à regarder à nouveau cet épisode. Et j'étais intéressée de joindre à cette deuxième discussion Itamar, qui est donc, comme je le disais, le fondateur de Ready, puisque vous avez annoncé une collaboration, je trouve intéressante à regarder un petit peu à la loupe. Complètement. Avant toute chose, est-ce que Itamar, je peux te demander de te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Et je te demanderai rapidement, Axel, aussi, de revenir sur ton histoire. Avec plaisir. Donc, je peux démarrer. Donc, beaucoup de personnes vont nous connaître sous le nom Argent. Donc, Ready a démarré comme Argent. On avait créé un nouveau type de wallet. Notre vision était vraiment de permettre la self-custody de crypto à très grande échelle, de vraiment simplifier l'user expérience et de pouvoir, en gros, donner un compte à toute personne qui a un téléphone et de connecter le monde entier à travers un nouveau système financier. Donc ça, c'est le lancement de ta boîte. Ça s'est fait il y a combien de temps? Je me souviens que Fabric avait investi de mémoire dans Argent, enfin à l'époque où ça s'appelait encore Argent. Donc, voilà, la traversée Argent, donc il y a plus de 6 ans, on a démarré vraiment comme un wallet extra simplifié de self-custody. Notre vision, c'était, ça doit être aussi simple qu'une néobanque. Mais le monde n'était pas prêt. C'est pour ça qu'on s'appelle Ready. The world wasn't ready. L'infrastructure ne scalait pas. C'était sur Ethereum L1. On payait toutes les fees de tous les users. On avait abstrait tout. Il n'y avait pas de seed phrase. Il n'y avait pas de transaction fees. En un clic, on pouvait investir dans la DeFi. Et puis évidemment, on a réalisé sans le scaling d'Ethereum, on ne pouvait pas y arriver. Et c'est comme ça qu'on a évolué vers des L2s, etc. Donc c'était un produit qui est devenu très technique. Et maintenant, avec ce rebranding en Ready, on revient vraiment à la version originelle de notre vision, en lançant un produit qui, d'un point de vue extérieur, va vraiment ressembler à une néobanque. Aucun élément complexe de crypto, de self-custody. Et permettre vraiment à tout le monde, à travers le monde, d'accéder à ce système financier. Top, merci. Alors, je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce que vous avez développé. J'aimerais quand même que tu te présentes, Axel, à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent. En effet. Donc, Axel Catlan, je suis CEO et fondateur de Koulipa. Et Koulipa permet aux détenteurs de crypto et de stablecoin en particulier de payer n'importe où les cartes Visa Mastercard sont acceptées. En fait, on a créé l'infrastructure qui permet de connecter le réseau Visa Mastercard à la blockchain en quelque sorte pour permettre le paiement
très simple en crypto. Voilà. Et avant, tu étais le CEO de Spendesk Financial Services, c'est exactement, ça? Exactement. Financial Solutions, je sais plus quelle est. Services. Ouais. Et donc oui, en effet, j'avais monté j'avais géré la transition de Spendesk d'une stack de paiement externalisée vers une stack de paiement où on avait vraiment monté un établissement de paiement en interne on était devenu émetteur Visa. Et avant ça, j'avais eu la chance de travailler. Je travaillais dans le paiement depuis 12 ans. Avant ça, j'avais eu la chance de travailler chez Mastercard pendant quelques années sur des projets passionnants. Avec un petit passage chez BPCE dont tu as parlé d'ailleurs. En effet. Sur le podcast. Si vous voulez savoir comment la BPCE s'est passée, l'autre épisode est croustillant là-dessus. Parfait. Alors, avant qu'on parle de cette collaboration, Itamar, j'aimerais quand même que tu fasses appel à ta pédagogie la plus fine pour réexpliquer en définitive le pain point que vous résolvez, parce que je pense pour pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans la TradFi, la finance plus traditionnelle, c'est un écosystème qui est encore assez loin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement en quoi c'était nécessaire de développer Argent et maintenant Ready, quel pain point vous résolviez et vous résolvez actuellement? Alors, si tu prends les débuts d'Argent, c'était vraiment résoudre des problèmes pour la communauté crypto autour de la self-custody. La crypto et la self-custody, donc la self-custody, c'est le fait de vraiment posséder sa crypto et ne pas devoir faire confiance à un parti tiers pour garder la crypto pour toi quand tu utilises un centralized exchange. Donc, dans la self-custody, le problème était simple, c'est que tu devais garder un secret, ce qu'on appelle la seed phrase, donc vraiment un bout de papier avec 24 mots. Si tu as perdu ce papier, tu as perdu tout ton argent. Et si quelqu'un a ce papier, il a tout ton argent. Et on s'est dit, évidemment, un monde financier qui marche comme ça n'arrivera jamais. Et donc, Argent a commencé vraiment à résoudre ces problèmes de self-custody pour rendre la possession de la crypto aussi simple et sécure que la possession d'argent traditionnelle. Maintenant, on est des années plus tard, ce problème, on l'a résolu. Cette application maintenant qu'on appelle Ready et qu'on veut mettre dans la main de tout à chacun, la question, c'est qu'est-ce qu'elle résout par rapport à ta néobanque traditionnelle, que ce soit une banque française ou N26 ou Revolut. Là, on se concentre vraiment vers des niches pour lesquelles la crypto donne un avantage. Si on se projette dans le long terme, une néobanque sur des rails crypto permettra de créer une néobanque en fait beaucoup plus efficace, avec des coûts techniques, des coûts de compliance beaucoup plus faibles. En fait, on a des nouveaux rails beaucoup plus efficaces, où le settlement, par exemple, à travers le monde est instantané. Et cette efficacité va rendre les boîtes plus performantes. Mais la question, c'est quel est l'avantage pour l'user? Nous, on voit vraiment une série de segments on démarre assez de manière focus, désolé pour mon anglais ici. Par exemple, le premier segment avec Koulipa qu'on voulait targeter, c'est les crypto-users aujourd'hui. S'ils veulent utiliser leur crypto dans le monde réel, la probabilité que les banques vont friser leur account, geler leur account est très haut. Donc, on prend de l'argent de Kraken, on l'envoie vers sa banque et là, la banque nous pose des questions, gèle le compte et on n'a plus accès à notre argent. Et donc, vous voulez une façon très simple pour les gens d'utiliser leur crypto au jour le jour, et c'est pour ça qu'on a créé cette carte avec où vous dépensez de la crypto directement. Donc, on a commencé avec ce segment de crypto-users qui sont vraiment rejetés du monde financier traditionnel. Et maintenant, on s'étend. Donc, en juillet, je vais déménager en Argentine et on regarde en fait à tout ce marché où l'inflation est rampante, une confiance dans les institutions très faible. Et en fait, de nouveau, ces rails crypto permettent un accès au dollar beaucoup plus simple qu'avec des rails traditionnels. Donc, dans ce cas, on commence vers un case très différent. On a des users qui vont acheter du dollar et potentiellement gagner du yield, donc des intérêts sur ce dollar, et puis dépenser ça de nouveau dans le monde réel avec la carte qu'on a fait en partnership avec Koulipa. Okay. Après ça, on va s'étendre vraiment vers des niches plus vastes. On pense pouvoir être beaucoup plus performant que les néobanques traditionnelles sur le in exchange, donc cross-border payment, different currency, etc. Mais ça va prendre plus de temps pour arriver là. Et aussi tout un système de reward, de points. Et là, c'est même de la compétition avec un, je dirais, où la performance de la crypto et les efficacités de la crypto permettent en fait de reverser plus de rewards aux utilisateurs.
Top, merci, c'est très clair. J'aurais une question subsidiaire après pour toi, mais j'aimerais revenir sur ce partenariat avec Coulipa et savoir, que tu nous expliques, Axel, en quoi ça matchait aux besoins de Ready au moment où ils vous ont sollicité, comment vous êtes interfacé, comment ça... En fait, d'un point de vue technique, je t'ai dit que tu peux être technique, cette fois-ci. On va essayer. Tu peux y aller. En des termes simples, pour moi. Complètement. Non, complètement. Donc, en fait, on s'est rencontrés avec Itamar au tout début de Coulipa. On cherchait, en fait, ce qu'on appelle un design partner, c'est-à-dire le premier client avec qui on avait une idée de produit, on avait une vision, mais on voulait avoir un premier client, entre guillemets, patient, entre guillemets, avec un bon niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'on voulait, pour que notre produit soit bon, il fallait que le retour produit que les équipes d'Itamar allaient nous faire soit nous mettre la barre exigence, nous mettre la barre très haut pour qu'on puisse avoir le bon produit et un produit qui soit suffisamment bon pour plaire à tout le monde. Et donc on a commencé le projet avec les équipes d'argent au tout début, nous, quand on commençait à créer notre produit. Ouais. Nous, on est un peu, on est des tuyaux. Il y a une toute petite partie, c'est-à-dire que nos écrans sont visibles pendant le KYC. Ouais. Donc, nous, pour des raisons en fait, Ready n'est pas régulé. C'est nous qui apportons les licences qui permettent d'émettre les cartes et de gérer le paiement en crypto. Et donc, c'est à nous de collecter les données de KYC. Et donc, on le fait sans que Ready, même pour des raisons de RGPD, de protection de la donnée privée, Ready n'a jamais à toucher ces données-là et on les reçoit nous-mêmes. Mais ensuite, tout est fait par des API, donc entre les serveurs de Ready qui permettent ensuite de présenter les informations dans l'application mobile et nos serveurs. Et c'est comme ça qu'est émise la première carte. C'est comme ça que la notification est faite à chaque fois qu'une carte est utilisée. Voilà, toute cette interface-là est faite entre les systèmes de Ready et les systèmes de Coulipa. D'accord. Vous bossez donc avec Visa et Mastercard. Ouais. L'environnement que vous avez développé avec Visa Mastercard, c'est un environnement que toi, tu connaissais ou qu'il a fallu créer from scratch? Je ne sais pas si c'est très clair, l'interfaçage entre Ready et vous. Oui, alors c'est là qu'est la secret sauce de Coulipa, en effet. C'est-à-dire que je vais faire le parallèle avec ce que j'ai fait pour Spendesk chez Spendesk Financial Services. On avait ce qu'on appelle un core banking, dans lequel on avait notre ledger comptable, notre general ledger comptable, où à chaque fois qu'une transaction avait lieu, on connaissait on avait la maîtrise de la balance en temps réel, la balance comptable et la balance disponible, parce qu'avec les autorisations cartes et toute la mécanique de la carte, il faut gérer en permanence, savoir si on a le droit de dire oui ou non et si la personne a suffisamment de fonds pour régler la transaction. Mais quand on est dans un système en finance traditionnelle, toute cette information-là, elle est sur notre plateforme. Il n'y a que nous qui pouvons la toucher. Donc, on a la maîtrise totale de cette donnée-là et donc, on est en terrain inconnu quand on doit prendre des décisions. Toute la problématique quand on travaille avec des wallets comme Self-Custodio, comme Ready, c'est que, comme Itamar le disait tout à l'heure, n'importe qui a la seed phrase peut, ou qui a une clé dans le cadre de Ready, a la possibilité d'écrire dans la ledger. La ledger n'est plus la nôtre. La ledger est la ledger décentralisée d'une blockchain, Starknet dans ce cas-là. Ouais. Et donc, on doit s'assurer que quand on dit oui à Visa Mastercard, parce que c'est comme ça que ça se passe quand vous tapez votre carte sur un terminal, ça vient jusqu'à nous et on doit dire oui ou non pour savoir en fonction de ce qu'on connaît de la balance actuelle, qui est décentralisée, qui n'est pas sous notre entier contrôle. Donc on a développé toute une technologie avec les équipes de Argent pour s'assurer que personne allait vider son wallet juste avant de faire une grosse transaction par carte. Donc, nous, on aurait l'impression que l'argent est là, mais en fait, il est déjà plus là. Juste avant, il est parti juste avant qu'on puisse le capturer. Et donc, voilà, on a une solution assez poussée. C'est aussi une des beautés de la collaboration avec les équipes d'Itamar et de Ready, c'est que ils sont vraiment à la pointe de ce qui se fait dans le monde de la blockchain et du wallet. Et donc, on a vraiment une solution qui, techniquement, est très... State of the art. Exactement.
Alors, dans ce que tu décrivais, Itamar, on avait une notion plutôt de B2C. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent. Alors, hors Europe, encore une fois, c'est intéressant de regarder ce qui se passe aussi en dehors de notre système bien organisé au niveau des paiements. Donc, des entreprises qui vont avoir une trésor double, par exemple, qui vont avoir peut-être besoin de cartes. Alors, toi, tu connais ça mieux que personne chez Spendesk. Comment est-ce qu'on organise, que ce soit du côté wallet ou au niveau des cartes, les autorisations sur ces cartes-là, plus business? Est-ce que c'est très compliqué ou pas? Je me rends pas compte. C'est presque pareil. En tout cas, c'est presque pareil que quand on le fait pour Spendesk, que quand on le fait sur... en fait, c'est juste qu'on a, nous, connaissance du fait que toutes les cartes de ses employés sont connectées à une entité. On a un KYC différent à faire, puisqu'on fait le KYC d'une entreprise et pas le KYC d'un particulier. Mais après, chaque carte a sa balance, chaque carte a son... Donc, c'est pas très, très différent. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille d'ailleurs avec des wallets spécialisés dans la finance d'entreprise et dans la finance décentralisée d'entreprise. Ça, c'est un sujet qui vous a pas intéressé, Itamar, d'aller ouvrir la partie B2B? On y pense souvent, on a de la demande déjà maintenant. Et comme dit Axel, le flow de paiement est très similaire. Donc, on a des gens qui vont vouloir utiliser la carte Ready dans ce cadre-là et techniquement, ils peuvent le faire. Mais c'est vraiment une question de focus de l'entreprise et de tout ce qui est autour de la carte. Et donc, notre vue pour l'instant, c'est on est très, très, très bon en consumer. On reste très focus là-dessus. Et de la même manière que Revolut a commencé en consumer et puis ont vraiment étendu, sont allés dans le monde business, je pense qu'à terme, ça arrivera aussi. Mais on veut vraiment rester très focus sur une audience qu'on maîtrise et qu'on connaît. Oui, tout à fait. Vous, la typologie d'acteurs qui vous utilisent, donc Ready, c'est un des use cases et c'était votre partenaire pour développer le produit. Quel type d'entreprise s'intéresse ou de particulier s'intéresse à vos cartes? À nos cartes. En fait, c'est Ready est en train de faire avec la transition de argent vers Ready, est en train de faire une transition que le marché est lui-même en train de faire. C'est-à-dire que le marché est en train de réaliser que pour aller chercher the next billion users, ils ont besoin de créer ce cas d'usage néobanque décentralisé, de servir monsieur et madame tout le monde sans avoir de complexité de clés, de gaz, voilà, tout ce qui faisait la barrière à l'entrée des premières générations de wallets. Alors Argent avait à l'époque déjà été en avance pour essayer d'enlever tout ça, mais là l'industrie est vraiment en train de se diriger vers ça. On a même on va dire des fintech crypto-natives qui commencent à émerger dans la rémittance, dans le paiement de salaire et des choses comme ça, et qui sont en train de propose absolument pas de produits d'investissement type Bitcoin, type Ethereum, type token crypto classique, qui sont focus sur les stablecoins, sur la détention de dollars ou d'euros ou de monnaie classique, alors surtout du dollar, on va pas se mentir, en ce moment, on-chain, dans des wallets self-custodiaux, et les cas d'usage sont ceux de détention de monnaie en dehors d'un compte bancaire, pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'être bancarisés en dollars. Ouais. Et le cas d'usage du paiement est évident. Et il y a une transition qui est en train de se faire beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. C'est que les fintech classiques, c'est un peu bizarre de dire les traditional fintechs, trad fintech sont aussi en train de faire la transition. Avec, on voit le marché des signaux comme le rachat de Bridge et Privy par Stripe, qui lui vient clairement du monde du paiement traditionnel, qui rachète des sociétés qui étaient pures crypto pour créer l'infrastructure crypto de leurs produits. Ça, c'est des choses qui font que toutes les fintechs sont en train de se dire peut-être qu'on a raté un truc, peut-être que c'est le moment d'y aller, et on le voit. Mais plutôt aux US et en Asie. Plutôt aux US et en Asie. Il y a quelques Français qui commencent. Alors, c'est peut-être parce qu'on est proche, je ne dirais pas de nom, mais parce qu'on leur en parle. Ouais. Mais oui, c'est vrai que... Et entre guillemets, ce qui est sûr, c'est que les banques en Europe ont énormément de mal à s'y mettre.
Tout à fait. Alors, Itamar, question pour toi, parce dans le setup que Axel nous a présenté, tu te reposes sur le volet réglementaire qui est pris en charge par Coulipa. Est-ce que dans les discussions que vous avez avec la FCA, j'imagine que vous êtes en discussion avec la FCA ou d'autres, éventuellement d'autres régulateurs, est-ce qu'ils vous challenge parce que vous êtes quand même en front B2C avec les clients et est-ce qu'il commence à y avoir des règles qui vont tout doucement s'instaurer? Est-ce que tu as déjà une visibilité là-dessus? Alors, sur le short terme, justement, on n'a pas justement d'exposure sur le côté régulé. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas l'avoir. C'est un peu tout ou rien. Soit on commence à rentrer là-dedans, et alors on a beaucoup de contraintes, on ralentit en tant que société, l'innovation ralentit, ou on se repose sur des parties tiers. Et c'est pour ça que... Alors, Coulipa n'est pas suffisant, parce que voilà, il y a d'autres activités en effet régulées. Et donc, sur chaque élément qui a une surface régulée, on va se reposer sur la partie tiers justement pour éviter ce poids. On voit ça comme un métier très différent en fait. Et donc, pour l'instant, nous, on est vraiment on va dire dans le layer consumer tech. Et tant qu'on est couvert par notre partie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Les nouvelles règles prennent plusieurs années à être implémentées. Et donc, les nouvelles règles qui sont discutées aujourd'hui ne vont pas nous impacter dans par exemple, ce qu'on appelle la travel rule, n'impactent pas pour l'instant les wallets non custodiaux. Ouais. Donc, on est bon pour le moment. Alors, vous avez recruté une rockstar chez Coulipa? Plusieurs. Oui, l'une d'entre elles avec laquelle j'ai discuté, qui est exceptionnelle au niveau réglementaire. Comment est-ce que vous envisagez quel est l'état des discussions que vous avez avec les différents régulateurs européens et dans quelle direction ça va? En effet, on est une société jeune et plutôt petite. On est 12, bientôt 13. On a un FTI, donc une personne à temps plein sur les sujets réglementaires, sur les sujets c'est pas du lobbying, mais d'éducation, discussion et éducation des régulateurs sur les cas d'usage. Typiquement, si on prend l'exemple de la France. Malheureusement pour nous, on est un peu à cheval entre la crypto régulée par l'AMF et le paiement régulé par la CPR. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, les deux réglementations qui réglementent tout ça sont la DSP2 et MiCA. Yes. Et ça fait, je pense, 6 mois que au niveau européen et au niveau français, au travers d'associations comme la DAN et autres, on essaye de faire valoir notre cas d'usage qui n'est pas vraiment pris en compte par ni les régulateurs des produits d'investissement, ni les régulateurs du paiement en fiat. Ouais. Et donc, on a besoin d'avoir et d'apporter. C'est plutôt une question niveau de confort, d'être présent. Et puis, on parle à la direction, à la DGT, au Trésor, aux régulateurs européens, pour qu'ils ne nous oublient pas, en fait. Qu'ils n'oublient pas notre cas d'usage. Ouais, parce qu'ils sont très focus sur, et ce qui est normal, protection des investissements, des investisseurs en crypto, qui est le rôle de l'AMF. Et c'est vrai que c'est le rôle principal de MiCA, c'est de protéger les particuliers qui vont investir dans la crypto et s'assurer qu'il y a le moins possible de problèmes de ce côté-là. Et côté paiement, la CPR a déjà ses règles, mais on ne sait pas bien si un stablecoin, est-ce que c'est des fonds, est-ce que c'est pas des fonds, est-ce que c'est de la monnaie électronique, c'est pas de la monnaie électronique. Donc en fonction de cette qualification qui est quand même légalement très 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 précise, on ne sait pas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et c'est pas encore complètement très clair, on ne savait pas si on avait besoin juste d'être régulé par la CPR et ou par l'AMF. D'accord. Donc nous, parce qu'on veut bien faire les choses. Ouais. On a décidé et on est en train de préparer nos dossiers pour devenir à la fois MiCA et EME. EME, d'accord. Voilà. Top. Établissement de monnaie électronique. Et donc voilà. Et il y a eu toute cette non-action letter, je crois, parce qu'en fait. Je ne connais pas ça. Il y a donc l'Europe avait un problème et les CASP, donc les établissements régulés par MiCA,
permettait d'acheter des tokens de crypto en stablecoin. Et donc, c'est un acte d'achat, c'est un acte de paiement. Mais ils ne sont pas régulés dans le cadre du paiement, ils sont régulés dans le cadre de MiCA, de swap, entre guillemets. Et donc, il y avait toute une problématique autour de est-ce qu'il faut aussi qu'ils soient régulés par la DSP2 et par la réglementation du paiement. Il s'avère qu'a priori, oui, mais l'Europe a demandé aux régulateurs nationaux de ne pas enforce cette réglementation DSP2 tout de suite, le temps que peut-être la DSP3 arrive, le temps que, en fait, les CASP aient le temps de s'adapter et peut-être de demander en accéléré une licence de PO2ME. D'accord. Donc voilà, il y a plein de petits gaps comme ça qui sont apparus. Des trous dans la raquette. Et donc nous, on essaye de le naviguer. Voilà. C'est entre guillemets plus simple typiquement Itamar en parlait en Argentine et en Amérique latine, où les règles sont là, mais elles sont tellement floues qu'en fait, et le régulateur est assez bienveillant entre guillemets, et il n'y a pas, une rigueur aussi forte que ce qu'on a en Europe. Et donc, on arrive plus facilement à se positionner et à créer le cas d'usage. Voilà. Après, il y a des pays encore plus compliqués. On est en train de rentrer au Nigeria. Et le Nigeria, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est une zone grise où il faut y aller et s'exposer, quoi. D'accord. Alors, question pour les tendances, juste pour finir sur ça, parce que je sais qu'Axel, tu dois partir. Dans les tendances, parce que Itamar, quand on t'écoute, on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de frémir, et le fait que maintenant tu parles de ready au lieu de argent, donc on sent que vous êtes dans les starting blocks. Est-ce que tu pourrais, et Axel, je te demanderais la même chose, nous donner une idée des tendances à venir dans les marchés qui vont se développer, la typologie des utilisateurs qui vont passer par ready? Alors, pour moi, la grosse tendance, évidemment, du moment, c'est la maturation au niveau des stablecoins. Et il ne faut pas juste voir ça comme un token en dollars qu'on peut s'envoyer. C'est vraiment une nouvelle plateforme qui permet d'utiliser une autre technologie de ledger, comme Axel mentionnait. Et ça permet vraiment à des nouvelles startups de rentrer dans ce monde financier extrêmement facilement. Il y a des produits, on travaille par exemple sur des prêts collatéralisés par du Bitcoin. C'est des produits qui prennent des années à construire dans un monde traditionnel financier. Il faut souvent être une banque. On peut nous construire en 4 semaines. Donc, ça, c'est vraiment la tendance. On va avoir une nouvelle génération, en fait, de fintech startups parce que la plateforme permet d'innover beaucoup plus rapidement. Et autour des stablecoins, ensuite, on voit aussi une tendance autour de tout ce qui est cross-border payment. On parle quand même de paiements qui peuvent prendre 5 à 6 jours à être settlés dans un monde traditionnel, qui maintenant peuvent être settlés instantanément. Ça, c'est vraiment pour nous ce qui drive Ready. Et c'est vraiment le changement, au-delà évidemment de l'infrastructure qui scale, etc. Et je pense que le dernier point, c'est vraiment l'interaction entre le monde traditionnel et crypto. Quand nous, on a commencé, l'idée d'avoir une carte pour dépenser était quasi impossible, c'était très, très cher. Et donc, on avait cette vision qu'un jour, on ira dans tous les magasins payer directement en crypto. Je pense qu'on va peut-être y arriver un jour, mais quand on regarde l'interaction, les expériences d'une carte, spécialement avec Google Pay, Apple Pay, c'est une expérience extrêmement bonne. L'interaction maintenant traditionnelle finance crypto est tellement bonne qu'on peut payer avec ces stablecoins à travers l'expérience d'une carte et avoir accès à des millions de merchants instantanément à travers le monde. C'est quelque chose qui était impossible au début de Ready. Top. Et Axel ? Je vais reprendre un peu ce que Itamar disait. Moi, je pense que la vraie tendance, c'est le départ, la séparation entre guillemets entre la fusée crypto et le premier étage stablecoin, qui est vraiment en train de se séparer et d'avoir sa propre vie et de vraiment aller très très vite. Elle va tellement vite
qu'il y a plusieurs fintech de la finance traditionnelle qui sont un peu dans un Kodak moment, en mode non, mais ça n'existe pas, je n'y crois pas, regardez-nous, on arrive à faire la même chose. Alors, c'est des sociétés qui ont 10 ans, qui ont en effet optimisé des corridors de transfert. Le plus connu étant Wise. Alors, c'est pas eux qui sont en denial, j'espère être clair. Wise a en effet, je pense qu'envoyer de l'argent avec Wise entre les États-Unis et la France est quasiment aussi efficace que de le faire en stablecoin avec de l'USDC ou de l'USDT. Mais aller demander à Wise d'envoyer de dollars au Nigeria ou en Argentine, c'est plus du tout la même histoire. Ouais. Et en fait, oui, quand on a optimisé des corridors, c'est aussi rapide et aussi peu cher que. Mais ça se scale pas. Mais ça se scale pas du tout au monde et surtout ça se scale pas day one. C'est-à-dire que Wise a mis 10 ans à arriver à avoir ces volumes qui lui permettent d'avoir ces économies d'échelle. Day one, une société crypto-native qui fait de la rémittance, day one, elle a la même efficacité avec la stablecoin. Ouais. Et ça, c'est un game changer énorme pour toutes les fintechs. Je rejoins Axel là-dessus. C'est pas de la théorie. Comme je disais, je déménage à Buenos Aires, je devais payer l'école de ma fille. Impossible de le faire avec la finance traditionnelle. Je connais bien le paiement, j'ai bossé chez Visa, que ce soit Revolut ou Wise. Il n'y a pas une société traditionnelle qui me permettait de payer cette école. De manière en fiat, j'ai réussi à la payer grâce à un service crypto. Donc aujourd'hui déjà sur des corridors plus niches, les boîtes crypto font des choses qu'on ne sait pas faire avec les services traditionnels. Hyper intéressant. Bon, Axel, tu dois nous quitter. Itamar aussi. Donc, je termine toujours mon mot de la fin. Tu ne le sais pas, Itamar, mais maintenant tu vas le découvrir. Je demande toujours une recommandation d'un bouquin ou un podcast. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous recommander à nos auditeurs ? Je peux commencer. J'étais peut-être plus frais. Je peux commencer, Itamar, pour donner un peu de temps. Vas-y. Moi, le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Woo. Et le sous-titre, c'est The A Method for Hiring de Geoff Smart. Et c'est vraiment game changer sur le rôle, entre guillemets, que nous, on a en tant que CEO de boîte et fondateur, c'est de recruter des talents, comme on parlait de Daphné tout à l'heure, pour ne pas qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue au passage. Et ben c'est un livre qui vraiment a changé la manière dont je recrute. Ouais. Top. Itamar ? Moi, je vais prendre c'est pas nouveau. C'était The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, d'Andreessen Horowitz. Je le mentionne parce qu'en fait, il revient souvent. C'est vraiment des conseils super pragmatiques. Et avec mes co-founders, ça arrive souvent qu'on mentionne des éléments vraiment précis de ce livre. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu les choses. Et donc, c'est un peu un guidebook de notre vie, spécialement dans la partie de la compagnie. Top. Ben, merci à tous les deux. Merci d'avoir été patient au départ. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Solène. Salut. Merci, Solène. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.